Merci à Occitadis de l'invitation et merci particulier à Valérie, puisque c'est toi qui m'avais invité, il me semble, de mémoire. Pour faire du pouce sur ce que tu as dit, je te vois pas parce qu'effectivement c'est très impressionnant de parler à personne. Donc on va effectivement parler du trouble développemental du langage. J'ai choisi de vous parler de ces enfants et donc de ce qu'on connaît de leurs habiletés mathématiques et je vais vous présenter quelques études qu'on a menées au laboratoire. Donc déjà, on sait qu'il y a une relation forte entre le langage et les mathématiques. Et personne n'en a beaucoup parlé depuis 2 jours, mais tout le monde en a en fait parlé. C'est juste que ça n'a pas été dit de manière très très explicite. Mais vous avez dû vous apercevoir que le langage, il est quand même très très souvent présent dans les tâches mathématiques. Donc on sait qu'il y a une relation forte entre le langage et les mathématiques en général, qu'elle est très forte avec la résolution de problèmes à énoncé verbal, de par sa composante verbale évidemment. Et il y a plusieurs modèles, dont le Pathway modèle, mais il y en a d'autres qui effectivement ont intégré le langage dans le développement et dans la performance mathématique. Alors, une revue de littérature avait été faite, qui est sortie en 2018 de Cross, qui a cherché à savoir quelles étaient les études qui existent chez les enfants qui ont un trouble développemental du langage et sur leurs habiletés ou difficultés en mathématiques. Donc on s'aperçoit que déjà ça existe, il n'y a pas rien du tout. On a une 20aine d'études, alors c'est pas énorme, mais il y a quand même des choses. Et globalement, leur conclusion était celle-ci, c'est-à-dire que quand on regarde les tâches mathématiques à forte composante verbale, on a une différence significative entre les enfants qui ont un TDL et les enfants au développement typique. Et inversement, lorsqu'on regarde les tâches qui sont à moins forte composante langagière ou pas du tout, finalement, on n'a pas tant de différence. On a des enfants TDL qui ont des compétences plutôt préservées au niveau de ces tâches mathématiques. Quand on regarde précisément le calcul, en 2018, en 2022, on avait fait une nouvelle revue, on est tombé sur le même résultat. On a 12 études sur le calcul qui montrent que les enfants, ils sont un peu en difficulté. Et quand on regarde la résolution de problèmes, à ce moment-là, on a 3 études qui montrent que ces enfants sont un peu en difficulté. Finalement, la seule conclusion qu'on peut avoir de ça, c'est qu'ils sont en difficulté. Et à partir de là, au laboratoire, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut essayer de comprendre en fait les mécanismes et donc pourquoi ces enfants ils sont en difficulté. Donc vous allez me dire, j'enfonce un peu une porte ouverte puisque c'est une tâche à énoncé verbal, ils ont un trouble du langage, donc c'est certainement la composante langagière. Sauf que ça n'a jamais été démontré, exploré, et pour avoir des pistes d'intervention, il faut essayer de comprendre un peu plus les mécanismes. Donc l'objectif principal de ce champ de recherche, c'était d'explorer la résolution de problèmes mathématiques chez les enfants avec un TDL. Et je vais vous présenter une étude qu'on a menée avec plusieurs objectifs spécifiques. Le premier, c'était de répliquer les résultats de ces 3 études qui avaient été faites notamment aux USA. Donc, est-ce qu'on peut répliquer la même chose chez les enfants TDL? Alors, je vais dire francophone parce que c'est une étude que j'ai faite au Québec. Donc, est-ce que les enfants TDL du Québec sont aussi en difficulté pour résoudre des problèmes? Bon, là, c'était simplement pour savoir si on répliquait les choses. Est-ce que ces difficultés-là, elles sont liées à la structure mathématique des problèmes? Je reviendrai sur ce concept. Est-ce que c'est lié à leur capacité de calcul et ou leur capacité de langage? Et est-ce qu'on peut identifier des aides potentielles? Donc pour ça, on a recruté 45 enfants qui étaient en 3e année de primaire, donc équivalent de CE2, qui étaient donc dans la province du Québec et qui étaient franco-québécois. Et de ces 45 enfants, il se trouve qu'on en avait sans difficulté et d'autres avec des difficultés de langage, donc avec un TDL. Donc on se retrouve avec un groupe de 28 enfants au développement typique et 17 enfants avec un TDL. Donc l'identification, elle a été faite au Québec. En fait, principalement, les enfants qui ont un TDL sont très fortement diagnostiqués et ils sont très souvent dans ce qu'on appelle les classes langage. Donc c'est assez facile de les identifier. Donc, on les a identifiés comme ça, on a contacté les classes langage des écoles québécoises. On leur a fait passer un test de langage, alors une épreuve de langage. L'objectif, nous, c'était pas de diagnostiquer ces enfants, puisqu'il y avait déjà un diagnostic qui avait été posé par l'équipe professionnelle et donc notamment orthophonique. Notre objectif, c'était d'avoir une mesure commune pour tous les enfants. Donc on a... ah oui, j'ai pas dit.
Je suis désolée. Ce projet, il est en collaboration avec plusieurs chercheuses du Canada, d'Angleterre et donc moi-même. Et notamment en Angleterre, on travaille avec Susan Ebels, qui est une chercheuse en orthophonie spécialisée sur le TDL. Donc moi, à ce moment-là, qui ne suis pas du tout une experte du TDL, je lui demande, t'as pas une tâche là, si tu en choisis une seule, c'est laquelle? Et donc elle nous a conseillé de choisir la répétition de phrases, puisque selon ce qu'elle nous a expliqué, c'est une des tâches qui est le plus sensible aux troubles du langage. Donc on a fait passer la répétition de phrases de la SELF 4 à l'époque. On a passé un test de calcul, même chose, pas pour identifier s'ils avaient une dyscalculie en tant que telle, mais pour avoir une mesure de calcul commune à tous les enfants. Et donc on a fait passer de la fluence arithmétique, donc le TTR. Ils avaient 1 minute pour répondre à le plus d'addition possible et 1 minute pour répondre à le plus de soustraction possible. Ils étaient en CE2, on n'a pas fait la multiplication et la division. Et on leur a fait passer une tâche de résolution de problèmes mathématiques à énoncé verbal. Donc les enfants, ils avaient 12 énoncés à résoudre. On a choisi des structures additives, donc soit une addition, soit une soustraction. C'était des problèmes simples, au sens où il y avait une seule étape. 6 transformations et 6 comparaisons. Et les enfants avaient des feuilles, des crayons, des jetons à disposition. Ils pouvaient utiliser ce qu'ils voulaient. Et on a, pour construire nos énoncés, contrôlé la fréquence lexicale. Notamment, on a choisi des mots de fréquence lexicale d'équivalent du CE1. Les enfants étaient en CE2 pour s'assurer qu'on avait une chance potentielle qu'ils connaissent bien ces mots. On a contrôlé la structure syntaxique, donc la structure des phrases, etc. Et les nombres, etc. Alors la tâche ensuite, elle se passait de cette manière-là, c'était une évaluation dynamique. Donc on proposait un problème à l'enfant. Si la résolution était juste, et donc par juste j'entends le raisonnement était correct, c'est-à-dire que si l'enfant il choisissait la bonne opération mais qu'il faisait une erreur de calcul, on considérait quand même que c'était juste. Ce qui nous intéressait ici, c'était de savoir s'il avait pu raisonner sur cet énoncé. Donc si le raisonnement, la procédure était correcte, on passait au problème 2. Et si le raisonnement ou la procédure était incorrecte, on lui proposait un deuxième problème, donc le même problème, mais avec une simplification contextuelle, c'est-à-dire qu'on enlevait les éléments contextuels qu'on considérait comme étant non utiles à la structure mathématique du problème. Donc, par exemple, on a Elijah et Zoé sont à l'école. Elijah a pris 23 pinceaux et 5 crayons pour dessiner sur son cahier. Il a donné 8 pinceaux à son ami Zoé. Combien de pinceaux Elijah a-t-il ? Et quand on enlève les aspects contextuels, il nous restait Elijah a pris 23 pinceaux et 5 crayons. Il a donné 8 pinceaux à son ami Zoé. Combien de pinceaux Elijah a-t-il ? Même chose, si la résolution était, le raisonnement était correct, on passait au deuxième problème. Si la résolution était incorrecte, on passait à la troisième étape, C, donc deuxième simplification, où on a amené une simplification syntaxique. Donc principalement, ça a consisté à passer au présent et à enlever le a-t-il. Donc Elijah prend 23 pinceaux et 5 crayons, il donne 8 pinceaux à son ami Zoé, combien Elijah a de pinceaux ? Et même chose, si la résolution était correcte, on passait au deuxième problème. Si la résolution était incorrecte, on passait à la dernière simplification qui était le retrait du distracteur numérique. Donc Elijah prend 23 pinceaux, on enlève les 5 crayons. Il donne 8 pinceaux à son ami Zoé, combien Elijah a de pinceaux. Et donc on avait cette procédure-là pour les 12 énoncés de problèmes. Donc certains enfants n'ont fait que 12 problèmes et d'autres en ont fait beaucoup plus. Alors nos résultats. Tout d'abord, on a notre groupe TDL qui est effectivement moins performant en répétition de phrases que notre groupe contrôle. Bon, là, c'est un peu logique, on les a recrutés pour ça, mais au moins, ça nous confirme qu'on a un groupe TDL qui a effectivement des difficultés de langage. Au niveau du calcul, on s'attendait par rapport à la revue de littérature que je vous ai présentée tout à l'heure à avoir des difficultés, en tout cas une différence significative. On voit que les enfants TDL sont moins bons, mais la différence, elle est non significative. En tout cas, elle n'est pas significative. Donc on a 10% de chance d'erreur d'affirmer que les TDL sont moins bons que les enfants contrôle en calcul, donc on n'accepte pas cette erreur. Nous, on a considéré que leur niveau de calcul, il n'était pas significativement différent des enfants contrôle dans la tâche qu'on faisait, qui était de la fluence arithmétique. En résolution de problèmes, donc premier résultat, on a effectivement des enfants TDL qui sont moins performants, donc qui donnent moins souvent une bonne réponse et qui donnent moins souvent un bon raisonnement.
Donc on réplique le résultat qui était le résultat des 3 études précédemment faites aux USA. Les enfants TDL ont des difficultés à résoudre des problèmes. Alors après ça, on a voulu aller analyser un peu plus. Je vous ai dit, j'avais une de mes questions qui était est-ce que cette difficulté-là, elle dépend de la structure mathématique des problèmes? Et donc je vous ai dit qu'on avait des problèmes de transformation et de comparaison. Donc juste pour qu'on soit bien d'accord avec ça, par exemple ce problème de transformation. Suzanne a 5 pommes, sa sœur lui donne 3 pommes, combien de pommes a-t-elle? Et puis problème de comparaison, Suzanne a 5 pommes, elle a 3 pommes de plus que d'oranges, combien d'oranges a-t-elle? Donc dans mon premier problème, j'ai mes 5 pommes plus mes 3 pommes, et donc mon résultat final, 5 plus 3. Et dans ma comparaison, par exemple, donc j'ai mes 5 pommes, j'ai 5 oranges pareilles, et puisque j'avais 3 pommes de plus que d'oranges, j'ai 3 oranges de moins que de pommes. Pardon, donc le calcul n'est pas le même. D'accord ? Donc transformation, c'est une situation une collection qui va évoluer avec le temps, et comparaison, on a deux collections que l'on compare l'une à l'autre. Et donc nous, nos résultats, ils montrent qu'on n'a pas de différence particulière. Donc ce graphique, ce qu'il montre, c'est donc en ordonnée, c'est le pourcentage de réussite. Et en abscisse, ce sont chacun de mes 12 problèmes. Donc on n'a pas de quoi faire de statistiques sur chacun des types de problèmes, puisqu'on a 12 problèmes, on a proposé 12 problèmes aux enfants, et les 12 problèmes étaient un type différent avec un inconnu différent. Et donc ce que vous voyez en haut, donc on a nos typiques, et la courbe d'en bas, ce sont nos enfants avec un TDL. On voit qu'ils sont moins performants, ça recoupe ce qu'on a montré sur le plan statistique, mais le pattern, il est quasiment identique. Quand on a un problème qui est plus difficile, par exemple les problèmes de changement-retrait où on cherche la situation de départ, c'est plus difficile pour les TDL, ils sont presque à 0, mais c'est aussi plus difficile pour les typiques. Et inversement, des problèmes qui sont plus faciles, comme un problème de comparaison avec plus que, où on a juste à faire une addition, on parlera de la consistance après, c'est effectivement plus facile pour les TDL, mais c'est aussi plus facile pour les typiques. Donc nous, il semblerait que dans nos résultats, en tout cas qualitativement, on ait le même pattern de réussite. Un problème, il est dur selon sa structure mathématique, il est dur pour les typiques, il est dur pour les TDL. Il semblerait que ce n'est pas ça qui cause plus de difficultés aux TDL. Bon, on verra ça, on fouillera encore un petit peu plus. Ensuite, on s'est posé la question de quel est le lien, enfin, est-ce qu'on peut trouver un lien entre leurs compétences de résolution de problèmes et les 2 mesures que l'on a prises. Donc c'est assez limité puisqu'on n'a pris que 2 mesures. Il y a plein d'autres facteurs qu'on aurait pu mesurer, mais on a pris donc la répétition de phrases pour le langage et l'affluence arithmétique pour le calcul. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que seule notre mesure de langage prédit, est reliée, en fait même est corrélée et prédit le niveau de résolution de problème, alors que leur niveau de calcul ne le prédit pas. Et ma dernière question était le potentiel d'aide. Est-ce qu'on peut imaginer, donc sur nos 3 aides, qui étaient enlever le contexte, simplifier la syntaxe et enlever le distracteur numérique, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une aide qui soit plus aidante que les autres? Alors, qu'est-ce que ça montre ce graphique? Donc, par exemple, si je prends les enfants typiques qui sont donc, en haut, là, les TD, donc on a en tout 301 essais qui ont été faits. Si on prend tous les problèmes, tous les enfants, il y en avait 81 qui étaient résolus, et donc il y en a 57 qui ne sont pas résolus, et donc qui vont être proposés à la 2e étape. Ok, vous me suivez ? Sur ces problèmes-là, on en a 35% qui sont résolus, et il y en a encore 37 qui ne sont pas résolus. On les propose à la 2e étape, on n'en a plus que 9. C'est sûr que là, on peut encore moins faire de statistiques. Sur ces 9, il y en a 24% qui sont résolus avec cette aide-là. Il en reste 28. Et il y en a seulement 50% qui sont résolus. Donc, ce qui veut dire que là, quand on regarde les typiques, l'aide la plus aidante, c'est la dernière. On reparlera de la position des aides. C'est la dernière qui est le plus aidante puisqu'elle permet de passer à 50% de réussite. Et quand on regarde les enfants au développement, avec un trouble développemental du langage, c'est pareil. On a 15% des problèmes qui vont être finalement résolus avec la 2e aide, le contexte. On a 14% qui vont être finalement résolus avec l'aide syntaxique et 31% qui vont être résolus avec la dernière aide, qui est enlever finalement le nombre qui m'embête et que je ne sais pas si je dois le choisir ou pas.
Évidemment, c'est une limite, c'est que est-ce que c'est parce que c'est cette aide d'enlever cette dernière valeur numérique, ou est-ce que ça fait 4 fois que je le vois le problème et qu'au bout d'un moment c'est bon, j'ai commencé à comprendre ce que tu voulais de moi. Ça, c'est une limite du protocole et on ne pourra pas résoudre cette question-là avec ce protocole, mais c'est une question qu'on a maintenant pour la suite. Alors ensuite, on s'est posé la question, est-ce que ces aides, il y a une aide qui est plus aidante en fonction du type de problème? Alors par exemple, quand on regarde bon là je vais faire l'inverse, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas ma logique. Quand on regarde donc en haut on a les TDL, en bas on a les enfants typiques, et présentation initiale, enlever le contexte, simplifier la syntaxe, l'information numérique et à la fin. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même que l'aide la plus aidante, donc enlever l'information numérique supplémentaire non pertinente, en fait finalement ça dépend pas tellement de la structure du problème. Encore une fois, on a globalement le même pattern. C'est pas plus aidant pour une structure que pour une autre. Donc de nouveau, même dans le potentiel d'aide, on voit pas d'effet de la structure du problème. Donc à partir de là, on s'est posé une autre question qui était, est-ce qu'au-delà de la structure du problème, il y aurait un effet de la consistance linguistique des problèmes? Ça va rejoindre un peu le travail d'Emmanuel, je pense, ce que tu vas présenter. Ça va rejoindre ce travail-là, mais c'est en lien avec ce travail-là. Donc là, ce que nous, on a appelé la consistance, c'est le fait que quand dans un énoncé, on a plus, on fait tout de suite une addition, c'est facile, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Problème qui est consistant sur le plan linguistique, versus un problème où on a plus, mais malheureusement, si on va tout de suite dans le plus, faire une addition, ça ne marchera pas. Donc par exemple, Suzanne a 5 pommes, elle a 3 oranges, 2 plus que 2 pommes, combien d'oranges a-t-elle? Alors là, c'est plutôt facile, on a le mot plus, on fonce tête baissée dans une addition et on va réussir. Qu'on ait compris ou qu'on n'ait pas compris le problème, le mot plus nous suffit. On va faire donc 5 plus 3, ça fait 8. Alors que le deuxième problème, qui est donc plutôt non consistant, Suzanne a 5 pommes, elle a 3 pommes de plus que d'oranges. Combien d'oranges a-t-elle? Malheureusement, là, pour les enfants et notre cerveau, on doit faire 5 moins 3. Donc, on s'est posé la question de est-ce qu'il y a des aides particulières, donc une aide plus aidante pour les problèmes consistants versus les problèmes non consistants sur cet aspect linguistique. Alors là, ce qu'on observe, c'est qu'après toutes les aides, les enfants au développement typique, donc qui sont ici, ils arrivent à une performance maximale. Ils étaient déjà pas si mauvais au départ, 90 et 75%. Donc on a 90% de réussite chez les enfants typiques quand les problèmes sont consistants, donc bon, ils y arrivent. Et on a un petit peu moins, mais quand même 75% de réussite quand ils sont non consistants. À l'inverse, quand on regarde les pourcentages là-haut, on passe de 60% de réussite chez les TDL quand les énoncés sont consistants, ce qui n'est pas c'est pas folichon, mais ça arrive à peu près, alors qu'on est à 41% quand ils sont inconsistants. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que chez les enfants typiques, que ce soit consistant ou inconsistant, ils sont plutôt bons. Et même pour les problèmes inconsistants, les 75, donc le hachuré, ils arrivent à une performance pratiquement parfaite avec toutes les aides. Alors que les enfants avec un TDL, ça marche plutôt bien, nos aides spontanées, pour les problèmes donc en gris consistants, mais finalement ça n'apporte rien, ou quasiment rien, par rapport, en tout cas ça ne leur permet pas de résoudre tous les problèmes non consistants, puisqu'ils sont encore sur 60% de réussite. Donc c'est pas une intervention. On n'est pas intervenu, on n'a pas apporté des aides explicites, etc. C'est une aide spontanée. Et cette aide spontanée, ce qu'on observe, c'est qu'elle est utile aux enfants au développement typique pour décoincer quelque chose. Et ça leur permet d'avoir finalement, de réussir de performer, de réussir à résoudre le problème. Pour les enfants au TDL, c'est suffisant pour les énoncés consistants, mais c'est insuffisant pour les énoncés inconsistants. Et donc, pour nous, ça justifie de développer des interventions explicites sur ces aspects-là, justement, qui coincent sur les intuitions, comme Emmanuel, tu le disais hier. En synthèse de cette étude, donc, on reproduit ce résultat. Les enfants TDL, ils ont des difficultés à résoudre des problèmes. Les enfants, les difficultés en résolution de problèmes des enfants TDL, elles ne dépendent pas, selon nos résultats, de la structure mathématique des problèmes.
Elles ne dépendent pas de leur niveau de calcul, elles dépendent davantage de leur niveau de langage. L'aide la plus efficace, c'est celle de supprimer la donnée non pertinente. Ces aides, elles ne dépendent pas de la structure mathématique du problème. Et les aides, elles sont efficaces pour les enfants au développement typique, mais elles ne le sont que pour les problèmes consistants pour les enfants qui ont un trouble développemental du langage. Donc voilà pour la première étude que je voulais vous présenter. Puis je me suis un peu perdue dans l'horaire, donc je regarde devant, ça a l'air d'être bon. On ne me fait pas de grands signes, donc ça doit être bon. Donc comme je vous le disais, les limites déjà, c'est qu'on a un petit échantillon. On n'a que 17 enfants TDL, donc ça reste un petit échantillon. On a un échantillon TDL qui est très hétérogène. J'ai envie de dire, vous le savez, pour toutes les personnes qui rencontrent ces jeunes, c'est une population hétérogène de toute façon. On a une seule mesure de langage, qui est la répétition de phrases, et donc on voudrait aller un peu plus loin sur est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur le niveau de lexique, le niveau de syntaxe, inférentiel, etc. Et puis cet ordre imposé des aides, qui pour nous à ce moment-là était important pour ce premier protocole, mais voilà, qu'on pourrait réfléchir différemment pour aller voir si c'est parce qu'on enlève la donnée non pertinente ou si c'est parce que c'est la troisième fois que tu me présentes le problème. Au bout d'un moment, j'ai essayé de passer toutes les options possibles pour trouver l'idée. Mais je rappelle que c'est vraiment sur le raisonnement et pas sur le calcul qu'on proposait ces aides. Et quand même, selon moi, les forces de cette étude, c'est d'investiguer au-delà de la performance, d'essayer d'aller comprendre des processus et des aides. Et on a proposé un nombre important de problèmes. Alors 12, c'est pas énorme quand on voit des études où il y a 95 items, mais 12 problèmes avec des enfants TDL, toutes les personnes qui s'y sont collées savent que c'est beaucoup. Surtout 4 fois X aides. Donc ils ont été très, très, très forts, ces petits jeunes. Donc à partir de là, on a monté une deuxième étude parce que notre idée, c'était d'explorer l'efficacité d'interventions qui ciblaient cette résolution de problèmes mathématiques chez des enfants avec un TDL. Et donc on avait pour projet de recruter une centaine d'enfants. À ce jour, on est à 89. On arrive bientôt à bout. On est à 2 ans de recrutement et de testing. Donc sur l'année, on devrait atteindre notre 100. Et donc voilà ce qu'on leur a proposé. Donc ce sont des enfants de CE2 ou CM1 en France ou de 3e ou 4e année au Québec. Donc c'est une étude qui se passe et en France et au Québec. On recrute sur les 2 sites. On leur fait passer un test préalable de langage. On a choisi de nouveau la répétition de phrases pour avoir cette mesure commune. Ensuite, on leur fait passer un pré-test qui est 6 problèmes. Et on a choisi des problèmes de transformation. Donc on a enlevé les problèmes de comparaison, on a décidé de se concentrer sur les problèmes de transformation. C'est un choix arbitraire, on aurait pu aller sur les problèmes de comparaison, ils ont des défis séparés et on a décidé d'aller sur ceux de transformation. Ensuite, on leur a proposé une intervention en 3 sessions. Donc ça reste une intervention de recherche, et pas une intervention écologique en bureau d'orthophonie. Et ensuite, on les a repost-testés avec 6 problèmes isomorphes. Donc pas les mêmes problèmes, mais la même structure mathématique, la même structure syntaxique, la même fréquence lexicale, des choses qui étaient comparables. Et les interventions qu'on a proposées, elles étaient de 2 ordres. Donc on a un groupe sans intervention, donc on les a pré- et post-testés. On a un groupe avec qui on fait une analyse linguistique. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent la méthode du shape coding en langage. Oui, non ? Parfait, je vais pouvoir en parler. La méthode du shape coding, donc j'en suis pas du tout l'autrice, c'est Susan Abels, qui est donc la chercheuse en Angleterre dont je vous parlais, qui est chercheuse dans un centre de recherche qui est accolé à une école pour enfants avec un TDL. Terrain parfait pour pouvoir recruter. Et donc ce qu'elle a développé, c'est une méthode, c'est un peu comme la méthode des jetons, peut-être que certains ou certaines connaissent, c'est une méthode d'analyse de l'énoncé, plutôt basée sur la syntaxe. Alors on ne parle pas de nature ou de fonction des mots, mais on va analyser quand même la nature et la fonction du mot au fond, et on va coder avec une forme ou une couleur. Donc la forme code pour la nature des mots et non, la forme code pour la fonction, en gros, et la couleur pour la nature. C'est pas dit comme ça aux enfants, mais c'est un petit peu ça. Donc les enfants sont entraînés à coder les phrases, parce que là on parle de phrases écrites. Et cette méthode, elle a été démontrée, il y a plusieurs publications, comme efficace dans l'amélioration de la compréhension orale
et écrite chez les enfants et les adolescents TDL. Donc, si le sujet du langage oral, ça vous intéresse, je vous suggère d'aller voir, c'est plutôt intéressant. Donc nous, on s'est dit, bon, on va pas faire cette méthode au complet, parce que pour le coup, pour former les élèves, les enfants à ça, ça prend quand même des semaines. On a essayé d'adapter déjà le shape coding au français, parce qu'il y a des choses spéciales en français qui n'existent pas en anglais ou l'inverse, et de l'adapter à la situation de résolution de problèmes. Donc les enfants avaient une fiche récapitulative avec 8 codes. On a décidé de coder que certains trucs qui nous paraissaient indispensables pour comprendre un énoncé mathématique. Donc par exemple, on parle de qui? Donc là, on parle de Pierre. Pierre, il fait quoi? Il mangera la pomme. Il mange quoi? La pomme, donc là on est sur là, mais dans un énoncé du coup mathématique, on va aller chercher combien, donc combien de pommes. Ça se passe quand, donc avec le triangle, et puis le code du mangera à manger, mange. Et donc les enfants s'entraînent, ils ont une feuille comme ça, je cherche qui, je cherche il fait quoi, je cherche il a combien, etc. Et vont coder chacune des phrases. L'idée, c'est vraiment, on y va étape par étape. Donc, on a un point vert entre chacune des phrases, on code, et on n'aura le droit de faire une opération que quand on aura analysé les choses. Notre hypothèse, en fait, théorique, c'est que les enfants TDL, s'ils n'arrivent pas à accéder à la résolution de problèmes, au raisonnement, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'énoncé. Donc, on va ralentir sur cette étape un peu automatisée chez la plupart des élèves qui n'ont pas de difficulté de langage, qui ont d'autres défis, mais pas ce défi de comprendre l'énoncé, en tout cas pas autant que les enfants TDL. Donc on va ralentir ce mécanisme qu'on fait naturellement sans s'en rendre compte dans une analyse linguistique. On le ralentit, on le décortique pour améliorer l'analyse linguistique, la compréhension de l'énoncé. Donc c'était ça notre hypothèse. On a un deuxième groupe qui va manipuler des jetons. Donc même chose, on a l'énoncé, l'enfant il a une feuille récapitulative, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, il y a un cadre pour se rappeler des étapes. Et donc, la consigne, c'est qu'à chaque phrase, on se pose la question de si on doit prendre des jetons ou si on doit en enlever. Et donc, la première phrase, je dis au pif, Elijah a des crayons dans sa trousse. Est-ce que tu peux prendre des crayons? Ben oui. OK, tu veux en prendre combien? Ah ben, je sais pas. Ah ben oui, parce que c'est un petit mot, c'est D. D, ça nous dit pas combien. Alors, on passe à la deuxième phrase. Dans sa trousse, Elijah, il a 8 crayons. Est-ce que tu peux prendre des jetons? Oui. OK, t'en prends combien? Etc., etc. Et donc, on va faire phrase par phrase les manipulations. Et donc là, notre hypothèse était, au-delà de l'analyse linguistique vraiment littérale, si on peut dire, donc lexicale, syntaxique de l'énoncé, il y avait la notion d'abstraction qui est difficile entre je comprends quelque chose et je le transforme en opération arithmétique. Donc notre hypothèse était de dire que d'utiliser des jetons, ça pourrait faire en sorte que l'enfant va davantage voir les opérations arithmétiques que l'on doit faire. La manipulation de jetons, ça a été démontré efficace en résolution de problèmes chez des enfants au développement typique, chez des enfants avec un trouble d'apprentissage en mathématiques, dans certaines conditions, c'est pas toujours efficace, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas pour les enfants TDL? Mais on n'a pas d'études précédentes pour le dire. Et ensuite, on avait une condition combinée, donc les enfants faisaient à la fois l'analyse linguistique, s'arrêtaient, prenaient des jetons. Deuxième analyse linguistique de la phrase, prenez ou enlevez des jetons, en tout cas manipulez des jetons, jusqu'à la fin. Ce qui était commun aux 3 interventions, c'est un cadre global qui était, la première des choses, c'est je lis l'énoncé. Donc soit je le lis, soit tu le lis, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui le lit. Donc soit tu le lis, soit tu l'écoutes, mais il faut qu'on lise de tout ensemble. La deuxième étape, c'est je vais chercher la question, je la surligne et je redis avec mes mots ce que je suis censé chercher. La troisième étape, donc en fonction de ce qui était, c'est je fais l'analyse des phrases ou je prends les jetons pour manipuler ou je fais l'analyse des phrases et je prends les jetons pour manipuler. Je cherche mon calcul, je fais mon calcul,
Et je dis la réponse. Et dans l'intervention, je fais mon calcul, c'était l'adulte qui le faisait. Donc une fois que l'enfant il avait fait toutes les étapes avant de manière explicite et feedbackée, voilà, avec du guidage, on lui disait t'as vraiment bien travaillé, si tu veux c'est moi qui vais faire le calcul maintenant. Donc on le soulageait de ça. Il y a plein d'enfants qui en fait voulaient pas être soulagés de ça parce que en fait c'est une des étapes qui était finalement la moins difficile pour eux, donc un peu plus en confiance. Mais en tout cas on avait cette option-là de sortie de c'est moi qui vais faire le calcul, t'inquiète pas, etc. Les enfants faisaient 3 sessions et ils faisaient 3 problèmes par session. Un problème, c'est l'adulte qui faisait le modelage. Donc, on prend la feuille, on dit tout ce qu'on va faire, toutes les étapes, on le fait devant lui, on verbalise. Et par exemple, pour le mettre en action, parce que sinon c'est un peu long, le jeune devait, quand on dit on surligne la question, est-ce que tu peux prendre ton surligneur et surligner la question? Je te montre, la question c'est blablabla. Bla, bla, bla. Donc l'enfant, il surlignait. Donc là, il était vraiment à l'étape de j'écoute et je regarde ce que tu fais et je suis ta petite main pour pouvoir être en action. Et les deux problèmes ensuite, c'était tu fais et moi, je te donne un feedback. Tu fais avec les feuilles et je suis là pour t'aider quand il y a un couac ou quand tu fais une erreur. Et les 3 séances étaient sur ce même modèle. On refaisait une modélisation au début, 2 problèmes de pratique, une modélisation, 2 problèmes de pratique. Les problèmes étaient les mêmes structures mathématiques, syntaxiques, etc. qu'en pré- et en post-test. Donc des transformations, ajout, retrait. Je cherche le final, je cherche la transformation, je cherche l'initial. On pourra réfléchir à ça aussi. Et donc je vous disais, le combiné, c'était les 2. Alors les résultats, je suis en train de les analyser, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais on va quand même en parler. Bon, déjà, de manière positive, on n'a pas travaillé totalement pour rien. Parce que c'est quand même 2 ans. Donc en bas, là, les contrôles qui s'améliorent vraiment pas beaucoup. Donc tant pis. On espère qu'ils se sont améliorés. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les contrôles, on leur faisait une intervention après le post-test. Pour des questions éthiques, on avait proposé ça. Mais par contre, on n'a pas la mesure, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était le pré, post. Et ensuite, ils avaient une intervention. Et puis, vous voyez les 2, donc en vert et en bleu, c'est shape coding et manipulation. Il n'y a aucune différence significative. Donc, c'est-à-dire que entre ces 2 conditions, ils s'améliorent significativement après le post-test. Mais par contre, il n'y a pas d'interaction entre ces 2. C'est-à-dire que shape coding, manipulation, en termes de réponse, on a le même résultat. Et combiné, ça se voit peut-être pas très bien sur le graphe, mais il y avait une interaction dans tout ça. Et le combiné, il s'améliore significativement entre le pré et post. Et il s'améliore plus que les 2 autres conditions. Ça n'explique pas les mécanismes. Ça nous permet juste de se dire que les enfants qui ont reçu les 2 types d'interventions, les 2 types d'aides s'améliorent plus. Ce n'était pas forcément notre hypothèse de début, en fait. C'était assez exploratoire, parce qu'on sait aussi que les enfants qui ont des difficultés, quand on leur en met trop dans la tête, à un moment donné, ça surcharge et je suis plus capable de récupérer aucune aide. Donc on aurait pu aussi imaginer que ce serait entre le contrôle et les 2 autres. Mais là, en l'occurrence, il semblerait qu'ils arrivent assez bien à récupérer ce qu'on leur dit de faire. Ça reste que, si vous regardez l'échelle, on est entre 30 et 40% de réussite. Donc, c'est quand même pas la dinguerie de la performance d'être à 30-40%. C'est du 3 séances, c'était pas adapté à un enfant précis, c'était un protocole complet avec les mêmes problèmes, mais à mon avis, c'est quand même déjà plutôt positif. Donc, la poursuite des analyses, à ce jour, c'est de voir s'il y a des aides particulières en fonction du type de problème, notamment les problèmes qui sont les plus difficiles, qui sont non consistants parce qu'il y a un done mais qu'il faut faire une soustraction ou ce genre de choses. Et puis les types d'erreurs. Est-ce que ça reste que c'est une erreur de... est-ce que par exemple le shape coding, ça c'est une de nos hypothèses, elle aide plus facilement à enlever la donnée non pertinente? Est-ce que avec les jetons, on a des améliorations en termes de diminution du type d'erreur sur je dois faire une addition au lieu d'une soustraction? Donc on est en train d'essayer d'analyser ça pour essayer de comprendre en fait, pourquoi ces aides, elles sont aidantes. Parce que même si on a des hypothèses théoriques sur pourquoi c'est aidant, l'analyse des erreurs pourrait nous aider. Et je suis complètement ouverte à vos idées si vous en avez. Sachez qu'on a filmé toutes les interventions. Donc on a tout ce qu'ils ont fait avec les jetons, tout ce qu'ils ont dit. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on leur demandait de redire l'énoncé en pré et post. Donc on a les reformulations. Donc c'est une des mesures de compréhension d'énoncé. Donc on est aussi en train d'analyser ça.
Et la suite de tout ça, moi j'aimerais développer un groupe de travail collaboratif avec notamment des orthophonistes, puisqu'on parle de TDL, pour élaborer une intervention peut-être sur ses principes, peut-être sur d'autres, mais qui soit écologique, faisable dans un bureau et évidemment tester son efficacité. Et donc je vais m'arrêter là. Je remercie évidemment mes financeurs, les personnes qui ont participé au projet. Même si elle n'est pas là, je la remercie quand même, Mélanie Barry-Laro, qui est ma doctorante actuellement et qui est mon très très gros bras droit sur cette étude, qui a notamment géré toute la partie Québec. Et j'en profite pour dire que le 3 octobre est sorti ce livre, Troubles de la cognition mathématique, de la compréhension aux interventions, qu'on a coédité avec ma collègue Marie Villain, et dont plusieurs présentateurs des 2 jours ont écrit un chapitre, et qui, j'espère, sera un livre qui pourra servir à la communauté professionnelle. Et je vous remercie de votre attention.